Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chargé de la recherche, Madame Fatou Diagne Senghor, qui est directrice régionale d'article 19 en Afrique de l'Ouest, Madame Mamdiara Boussondiaï de FOSCARO, c'est le forum des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest, et Madame Fatoumata Tambadjan, qui est la société civile gambienne, qui est également activiste sur le terrain. Encore une fois, je voudrais vous remercier au nom des organisateurs de ce panel, de ce forum de 2 jours, et nous allons commencer par donner la parole à M. Djane, qui va un peu nous parler des outcomes de ces 2 jours de travail, et progressivement ainsi, nous donnerons la parole aux autres panélistes. L'idée, c'est que chaque panéliste puisse s'exprimer pendant au moins 2 à 3 minutes, donner les messages clés, et à l'issue de cela, on aura une session de questions-réponses. Et après la série de questions-réponses, on pourrait avoir des discussions ou des interviews individualisées, comme on dit. Sans plus tarder, M. Djane, the floor is yours. And thanks again. Il va parler en français, en anglais. First, thank you very much for your presence. The Coalition for Change, the Gambia, the various civil society organizations represented here, the political parties, party leaders, human rights defenders, would all like to extend our gratitude to the Open Society Foundation for making this event possible. And we're also grateful to our brothers and sisters here in Senegal because the struggle in the Gambia isn't something that concerns only Gambians, and we've seen the kind of solidarity that is exhibited by the people of Senegal. From your presence here, we have leaders like Alioune here. We've had folks representing various human rights organizations here. We're indeed very grateful. This is the second forum that we've organized. The first one was in New York last year, and the focus was on electoral reforms, to try to bring about electoral reforms. As some of you already know, we have a system that is very much skewed in favor of Yahya Jammeh's repressive regime. But on top of that, many other changes have been made to the law to make it almost impossible for opposition candidates to compete. And we also know the situation of freedom of expression in the country. Individuals are not able to express themselves without ending up in jail, disappearing, or getting killed. I'm a prime example. I just wore a t-shirt with End Dictatorship Now and got a life sentence for it, and spent much of 15 months in solitary confinement. But the purpose of these types of events is to shed light on the human rights situation in the Gambia, and together with our partners and others with diverse views, engage each other and come up with a roadmap, come up with a framework to address what is going on in the Gambia. The political crisis in the Gambia is something that should be of concern to all of us, particularly Senegal. When there's civil turmoil in the Gambia, refugees would ordinarily, naturally head to Senegal. And you know a large segment of our population is of Senegalese origin. And most of us consider ourselves Senegambian. We have relatives on both sides. My wife is Senegalese. So it's of utmost concern that Gambians and Senegalese, we all work together, exchange ideas, find a way to finally end dictatorial rule in the Gambia. Yahya Jammeh's repression isn't something that is tenable, it's unsustainable, and that is the purpose of this meeting here. Unfortunately, the meeting has not concluded for us to tell you exactly what we've agreed upon. But just by bringing diverse groups, political parties, civil society groups here is in itself a success. And I've been given 2 minutes, so
I hope we can elaborate on some of these things during your question and answer session. I thank you all. Thank you very much, Dr. Janet. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci. Peut-être que probablement certains d'entre vous pourraient dire que je ne suis pas très galant. On aurait dû commencer par donner la parole aux gentilles dames qui sont là. Et j'en suis vraiment désolé, mais heureusement, même si on commence par des hommes, on finira par des dames. Cela montre comment le rôle important des femmes dans le monde. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Steve Coburn, qui est l'adjoint de M. Aluntun qui est là, chargé des questions de recherche au niveau du bureau régional d'Amnesty. Et le contexte, c'est que Amnesty aussi a profité de cette occasion, un peu dans le contexte global avec le sommet de la CEDEAO qui s'ouvre à partir de demain et samedi, pour publier un rapport sur la question des Human Rights Defenders, comme on dit, les défenseurs des droits de l'homme. Steve, la parole est à toi pour ton message. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Je suis content de voir autant de personnes ici pour parler de la Gambie. Moi, comme Sadibou a dit, je suis le directeur régional adjoint du bureau d'Amnesty International ici à Dakar. Nous couvrons 22 pays de la sous-région. Et même si la Gambie est un des plus petits pays de cette région, c'est une de nos plus grandes priorités. Et c'est pour deux raisons. D'abord, c'est parce que l'ampleur des violations des droits humains est complètement disproportionnée par rapport à la taille du pays. Et deuxièmement, c'est parce que l'impact de ces violations et le manque de respect des obligations régionales peut saper la crédibilité des institutions dans la région. Et c'est pour ces deux raisons que nous lançons aujourd'hui, 6 mois avant les élections présidentielles et 2 jours avant le sommet de la CEDEAO, un nouveau rapport qu'on a ici aujourd'hui qui analyse les violations des droits humains depuis les dernières élections en 2011. Et ce qu'on peut dire que même s'il y avait peu de liberté d'expression en 2011, il y en a beaucoup moins maintenant. Et ça, c'est très très clair dans notre rapport. Mais avant de juste expliquer quelques détails, je veux juste préciser que Amnesty International, c'est une organisation indépendante et politiquement neutre. Donc, nous ne prenons pas parti dans les élections. Nous ne soutenons ni les partis d'opposition, ni le gouvernement. Et notre mandat se limite à l'analyse de la situation des droits humains et surtout dans ce contexte, la liberté à l'expression. Lors de la finalisation de ce rapport, beaucoup de choses se sont passées en Gambie, qui nous ont rappelé pourquoi nous avons choisi d'investir autant de temps et autant d'énergie dans ce pays. Comme vous le savez, en avril et mai, il y avait une série de manifestations pacifiques, souvent menées par les partis de l'opposition, qui étaient brutalement réprimées par les forces de l'ordre. Il y avait des dizaines et des dizaines de personnes arrêtées et battues par les forces de sécurité. En ce moment, il y a plus de 87 personnes qui restent en détention suite à ces manifestations. Il y a 51 qui ont été inculpés, y compris le leader de United Democratic Party, Hussein Darboe, et au moins 36 personnes qui restent en garde à vue sans être inculpées. Et la brutalité de cette répression, c'est une chose qui nous a choqués. Mais l'autre chose était le fait qu'elle soit arrivée après une année pendant laquelle les partis politiques avaient commencé à avoir très tentativement à avoir un peu plus d'espace de liberté d'organiser des rassemblements politiques. Et moi-même, j'ai un souvenir très clair d'une conversation avec un homme qui nous a parlé de son optimisme et son enthousiasme d'une nouvelle opportunité de s'exprimer. Cet homme s'appelait Solo Sandeng, un activiste au sein de l'UDP. Malheureusement, il en a payé les frais. Il était arrêté le 14 avril, il était gravement battu par des forces de sécurité et il est mort en détention. Une femme elle-même en détention a témoigné qu'elle a vu son corps battu et sanglant en détention. Et cette femme a aussi subi la torture, frappée avec les bâtons par les hommes en cagoule. Pour une fois, il y avait une réaction vocale rapide par la communauté internationale. Les déclarations de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union européenne.
Mais la réponse des autorités gambiennes se situe entre le déni et l'indifférence. Je pense que vous avez tous vu la déclaration du président cette semaine qui a dit, je traduis, Ban Ki-moon et Amnesty International peuvent aller en enfer. Qui sont-ils pour exiger cela? Où est le problème? Des gens qui meurent en détention ou pendant un interrogatoire, c'est très commun. Personne ne me dirait quoi faire dans mon pays. Et ça, c'est une chose très très grave et très scandaleuse. Ces répressions rappellent les défis à relever en Gambie 6 mois avant les élections. Mais ce n'est ni nouveau ni unique. Nous savons que les journalistes sont menacés depuis longtemps en Gambie. Et leur métier a été rendu même plus difficile par l'introduction des lois répressives en 2013, par exemple l'interdiction de la publication des fausses nouvelles. Et les rares journalistes qui publient les voix critiques font face à l'intimidation et l'arrestation. Il y a eu 3 organes de presse qui ont été fermés ces derniers 5 ans. Il y avait des arrestations des journalistes comme Alaji Cissé. Nous avons parlé aux dizaines et dizaines de journalistes qui ont fui le pays. Et un journaliste nous a dit que être journaliste est le métier le plus dangereux en Gambie. L'opposition s'est rarement entendue dans les médias. Et leurs activités sont réprimées et leurs membres sont arrêtés. C'est clair, nous avons déjà vu un exemple très récent. Mais en 2013, il y avait aussi 3 membres du parti du United Democratic Party, y compris le trésorier national Amadou Sané, qui étaient arrêtés et torturés. Et il y a d'autres membres de l'opposition aussi qui ont été harcelés. La société civile aussi est muselée. Et les défenseurs des droits humains et les leaders des associations ont peur de parler des sujets sensibles et parfois avec raison. En février de cette année, le leader du syndicat des transporteurs, Sheriff Diba, est mort en détention. Et son organisation était interdite par décret, par ordre du président. Et l'année passée, un imam Sawane, était arrêté après qu'il a présenté pacifiquement une pétition au palais présidentiel. Et il a été arrêté et il est en détention depuis plus de 8 mois sans avoir accès à son avocat, sans avoir accès à sa famille. Il y a avec tout ça sans doute un climat de peur très grave en Gambie qui perdure par des pratiques aussi de surveillance de masse. Et notre rapport donne beaucoup d'exemples de surveillance, les systèmes des informateurs et aussi les pratiques d'imprimer les appels téléphoniques possibles des personnes. Il y a une citation que je veux donner d'un membre de la société civile qui était assez typique. Tu ne sais pas qui va te dénoncer. Tu ne sais pas qui marche derrière toi. Tu ne sais pas qui est payé par l'agence de renseignement pour être informateur. Et ça, on en a entendu beaucoup. Il y a aussi les pratiques de la torture et des arrestations arbitraires. Il y a plusieurs personnes des Nations Unies qui ont critiqué cette pratique. Enfin, notre rapport montre comment la Gambie, de manière consistante et flagrante, refuse de coopérer avec les organes internationaux et régionaux, qui sont responsables pour le suivi et la protection des droits humains. La Gambie a par exemple refusé de mettre en œuvre 3 jugements de la Cour de la CEDEAO qui sont supposés d'être légalement contraignants par rapport aux meurtres, tortures et disparitions de 3 journalistes. La Gambie a rejeté des dizaines de recommandations aussi par les États membres des Nations Unies. Et comme on a dit, le président a dit à Ban Ki-moon et à Amnesty d'aller en enfer. Souvent, la question n'est pas pour savoir s'il y a des violations, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup. La question, c'est souvent pourquoi est-ce qu'on devrait agir? Pourquoi maintenant, après autant d'années de violations? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'efficace qu'on peut faire? Et d'abord, je dirais qu'il y a plus de 87 raisons pour agir. Il y a plus de 87 manifestants pacifiques qui restent en détention depuis avril et mai. C'est aussi un test de la crédibilité des institutions dans la région. C'est un test de la crédibilité de la CEDEAO s'ils ont la volonté et la possibilité d'agir. Est-ce que la CEDEAO est en mesure de s'assurer que ces traités et sa Cour seront respectés ou est-ce qu'ils seraient impuissants face à ces défis?
Et il y a un moment d'opportunité aussi. Il y a la tension internationale est sans précédent. Il y a des élections dans 6 mois. Et la CEDEAO se réunit dans 2 jours. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. La CEDEAO peut et devrait ouvrir une commission d'enquête sur les arrestations et la répression récente. La CEDEAO peut et devrait exiger que la Gambie respecte les décisions de la Cour et les engagements dans ces traités de respecter et protéger la liberté d'expression. Et la CEDEAO peut et devrait prendre des mesures disponibles dans ces traités, y compris la suspension de la Gambie, si le pays refuse de se conformer. Et sur ce point, il faut aussi préciser que les sanctions de la CEDEAO sont prévues dans les textes s'il y a de graves violations des droits humains ou si un pays ne respecte pas les obligations de la communauté. Ce n'est pas seulement dans le cas des coups d'État. Donc je vais juste conclure là. Je pense que je vous encourage à lire le rapport et être solidaire avec tout le monde qui travaille sur la Gambie. J'espère qu'on peut voir un changement et que la population en Gambie aura le droit de s'exprimer sans avoir peur d'être arrêté ou torturé. Merci beaucoup, Steve. Donc, on va continuer.